Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Oui, oui. Bonsoir à tous. Alors, je maîtrise pas très. Bon, on va voir si ça fonctionne, si j'arrive à lire, parce que j'ai des petites choses à vous dire. La présentation, rapidement, ça va se dérouler comme ça. Alors, j'arrive pas à... Voilà, formidable, ça se fait. Diapositive 1, je veux passer à la diapositive. Formidable. Donc, je vais me présenter rapidement. Ensuite, on fera un focus. Question, Juliette. Ouais. Est-ce que les slides seront envoyés en PDF ou pas? Bah, pourquoi pas? Ok, La merci. commande est passée en live à nos membres du bureau. Je vais me présenter rapidement. Ensuite, on fera un focus sur la conduite du changement, héritage des années 80. Ce que je perçois comme être le boom du coaching d'organisation en période post-crise, si on peut dire qu'on est on est déjà en post-crise. Et puis, quelques perspectives que j'ai envie de vous donner pour vous, coach, au regard de l'accompagnement au changement dans les organisations. Et puis, un temps d'échange et de partage, bien sûr. Et d'ailleurs, avant de commencer, moi, j'avais envie de vous poser des petites questions pour avoir votre point de vue sur les différences entre la conduite du changement et le coaching d'organisation. Alors, quand je parle de conduite du changement, je parle de l'accompagnement au changement. On ne conduit pas le changement, c'est un terme qui est marketé, plébiscité, parce que c'est très rassurant pour des dirigeants de dire on conduit le changement. C'est un phénomène extrêmement complexe, donc je préfère parler d'accompagnement au changement. Pour vous, par exemple, si je vous dis la conduite du changement ou l'accompagnement au changement, c'est vraiment des démarches top-down qui viennent du haut, etc. C'est ce qui les caractérise, alors que le coaching d'organisation, c'est bottom-up, c'est-à-dire que ça vient du bas, de la base. Est-ce que vous avez envie de me dire vrai ou faux? Allez-y. Vrai ou faux de quoi si c'est bottom-up ou En fait, top-down? si j'arrive en disant de manière draconienne, la différence entre conduite du changement et coaching d'organisation, c'est que la conduite du changement, c'est très descendant en termes d'accompagnement, et qu'en revanche, le coaching d'organisation, on va vraiment faire des démarches bottom-up qui viennent du terrain, que les gens s'expriment, etc. Est-ce que pour vous, est-ce que ça constitue une différence entre conduite du changement et coaching d'organisation ou pas? J'ai envie de répondre avec ce qui est vendu. Souvent, dans ce qui est vendu, parce que j'en sors là avec un très gros cabinet, enfin même une entreprise, ils sont plus de 2000. Pour eux, la conduite du changement, c'est plutôt une démarche top-down dans laquelle ils vendent du savoir-faire à leur pauvre maître d'ouvrage qui ne sait pas faire. En pratique, quand on travaille correctement, et j'essaie de travailler avec eux dans cet espace-là, il y a certes un cadre, c'est-à-dire la mission initiale qui est souhaitée par l'entreprise et puis quelques règles de fonctionnement. Et avant tout, il s'agit plutôt de se couler dans le style de management pour moi, de l'entreprise, quitte à le faire évoluer comme on le fait lors d'un coaching individuel. Et ce n'est pas plus top-down que bottom-up, c'est, je dirais, co-construit avec un cadre. Voilà. Dans mon jargon, pour moi, c'est cela. Et je ne sais pas très bien aujourd'hui quel est le terme le plus vendeur. En tout cas, ça permet de proposer des approches qui semblent différentes dans la prise en compte des individus et de la dynamique de groupe. Tout à fait. Donc, effectivement, le fait de dire que la conduite du changement, c'est top-down et le coaching d'organisation, c'est bottom-up, c'est une fausse croyance. On n'a pas entendu les coachs pour faire du bottom-up. D'accord? Deuxième question, pour vous, quand on parle de coaching d'organisation, est-ce que ça veut forcément dire qu'on coach toute l'organisation? Vrai ou faux? Donc, c'est faux. D'accord? Donc, quand on parle de coaching d'organisation, en fait, on parle en général de coaching d'une partie de l'organisation, quand elle est grande, en tout cas. Okay. Non, mais parce que pareil, dans les croyances, c'est
Tu peux dire que tu fais du coaching d'organisation, on va te répondre, mais non, ce n'est pas à toute l'organisation que tu t'adresses. Donc, vous voyez, un certain nombre de croyances, il y a énormément de choses qui sont en jeu dans cette question. Et moi-même, je n'ai pas forcément toutes les réponses. Je vais vous donner des tentatives de réponse, mais je n'estime pas détenir une forme de vérité quelconque par rapport à ça. Donc, moi, mon parcours rapido, après m'être formée à l'École supérieure de commerce de Paris, ne sachant pas quoi faire de ma vie professionnelle, je me suis lancée dans l'aventure du conseil en management. J'ai fait ça pendant 13 ans et il se trouve qu'au hasard des staffings et des missions, eh bien, j'étais plutôt positionnée comme responsable de la conduite du changement sur des projets qui m'étaient confiés. Donc, dans diverses natures, alors des très grandes entreprises, des plus petites organisations, du privé, du public, etc., etc. Et donc, au fur et à mesure, j'ai développé une forme d'expertise dans l'accompagnement au changement organisationnel, avec en plus un petit passage entre 2000 et 2004 chez Capgemini qui venait de fusionner avec Ernst & Young, précédemment Bossard, dans une ligne qui s'appelait People, et où en fait, ce qui était très intéressant, c'est que dans cette ligne de service, on était 70 environ, il y avait des coachs. Dingue. Il y avait des coachs, il y avait un peu tout le monde, et on était un peu là. On avait été la ligne de service où il fallait mettre les gens dont on ne savait pas trop quoi faire, en fait. C'était très intéressant dans le cadre d'une fusion. Et donc, finalement, je me rends compte a posteriori que j'ai commencé, entre guillemets, à faire du coaching d'organisation, mais à l'époque, on ne l'appelait pas comme ça. Mais effectivement, à inventer des dispositifs où il y avait quand même des méthodes de coaching insérées dans ces dispositifs d'accompagnement au changement. Donc, même moi, à un moment, j'avais la casquette coach, alors que j'avais 25 ans, c'était intéressant. Mais voilà. Donc, du coup, voilà. Moi, ce que j'ai commencé à comprendre, c'est que, ouais, dans l'accompagnement au changement, tout est possible. Et voilà. Alors, je continue la présentation. Alors, la conduite du changement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un terme qui est apparu dans les années 1980. À l'époque, il y a deux grandes transformations majeures dans les entreprises. Il y a la globalisation qui s'accélère, la mondialisation qui s'accélère, donc qui nécessite de mettre en place des nouvelles gouvernances, des nouveaux modes d'organisation matriciels à 2 entrées, à 3 entrées, machin, etc. Et puis, il y a aussi l'essor des technologies informatiques, notamment avec les fameux logiciels intégrés là, qui vous font de l'achat jusqu'au contrôle facture, règlement, etc., tout le tintouin, le marketing, et qui nécessitent du coup, parce qu'ils sont extrêmement structurants en termes de processus et d'organisation, de mener des chantiers de conduite du changement. Donc, l'objectif de la conduite du changement, c'est quoi? C'est accompagner les acteurs, les salariés, les managers, dans l'appropriation de ce qu'on va appeler l'état désiré. En langage conduite du changement, on appelle ça la cible. Voilà. Tout ça en composant avec la fameuse résistance au changement. Je ne vous refais pas la courbe d'Elisabeth Kubler-Ross, etc. Mais voilà, tout changement de quelque nature qu'il soit, surtout quand il est imposé et pas souhaité par le corps social en entreprise, suscite des mécanismes de résistance. On ne veut pas y aller. On ne veut pas s'approprier. Le terrain de chasse de la conduite du changement, c'est la majorité des grands cabinets de conseil qui vont se spécialiser dans ce qu'on appelle la déclinaison opérationnelle. Il y a une stratégie, il faut la mettre en œuvre sur le terrain, et donc, du coup, ils proposent des prestations de conduite du changement. Okay. La démarche classique de la conduite du changement. Donc, vous avez là un dessin avec en bas, en abscisse, je crois qu'on appelle ça comme ça, le projet, le temps, phase de cadrage, de conception, de réalisation et de déploiement. Et puis, en haut, vous avez en ordonnée ce que j'ai appelé le niveau d'implication des collaborateurs terrain. Là, c'est beaucoup. Et puis là, on est sur le top management, la direction. Quelle que soit la nature du projet de changement, que ce soit un projet de digital, numérique, que ce soit un projet de réorganisation, refonte des process, que ce soit un projet aussi de conduite du changement sur des aspects culturels, d'évolution des pratiques managériales. En gros,
une démarche de conduite du changement, c'est ça. C'est accompagner et faire participer dans une logique progressive et dans la durée. On va partir de la tête de l'entreprise pour mobiliser l'ensemble des collaborateurs qui sont concernés par ça. Donc, on a ici le top management, responsable des enjeux et de la stratégie. On ne voit pas mon pointeur. Donc, du coup, je ne peux pas me montrer avec le doigt, je ne peux rien faire. Je suis frustrée, c'est bon. Voilà. On va rapidement monter une équipe projet qui travaille très en partenariat en général avec les consultants. Donc, la notion de relation partenariale est très forte dans le domaine du consulting, en change. Et voilà, et le projet se lance, on a le cadrage, on commence à communiquer sur les enjeux, et puis on va communiquer tout au long du projet jusqu'à des communications qui vont au passage à l'action, en fait. Donc là, on est sur des techniques importantes en termes de conduite du changement. C'est que les gens qui font de la conduite du changement sont des pros de la communication projet. On va avoir une phase de conception, on va monter des groupes de travail de manière participative pour comprendre ce que les gens attendent, quelle est la cible du projet. Donc, ce n'est pas forcément la direction qui le décide. On est déjà dans une démarche participative à ce niveau-là. Et puis là, les consultants aiment bien faire ce qu'on appelle des études d'impact, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'ils perçoivent de la situation actuelle des collaborateurs et de ce qui est attendu d'eux à terme, ils identifient la hauteur de la marche à franchir. Et c'est comme ça qu'ils vont établir ce qu'on appelle un plan d'accompagnement au changement, dans lequel va y avoir des formations, va y avoir une stratégie, on va faire des sites pilotes, des kits de déploiement, etc. Ce qui caractérise aussi énormément la conduite du changement, c'est l'utilisation du relais managérial aux différents échelons pour que justement les managers jouent leur rôle d'accompagnateur au changement dans le processus. Donc ça, c'est une démarche extrêmement classique de conduite du changement. Et vous voyez que finalement, on n'est pas sur quelque chose de purement descendant, on est bien sur une logique d'accompagnement progressif qui rayonne sur l'ensemble du périmètre et des personnes accompagnées. Alors, les limites de la conduite du changement, il y en a. Mais moi, donc c'est pour ça que j'ai proposé aussi ce truc, c'est qu'il se trouve que j'ai répondu en sous-traitance, bien sûr, mais j'ai mis un peu de ma patte, à 2 appels d'offres là qui sont en cours, qui mobilisent du coaching d'organisation. Sachant que des appels d'offres de coaching d'organisation, j'en avais pas beaucoup vu jusqu'à maintenant. Donc, je vous prends l'extrait, je vais vous le lire parce que c'est un peu petit. C'est l'extrait du cahier des charges d'une collectivité territoriale sur un lot de coaching qui s'appelle lot 2, coaching d'organisation. Et donc, ce qu'il dit, c'est le dispositif d'accompagnement à la conduite du changement tel qu'il existe depuis plusieurs années à la ville de machin truc avait vocation à optimiser le fonctionnement et l'organisation des directions demandeuses. Il mobilisait des expertises pointues en conseil, en management ou en organisation, donc du diagnostic organisationnel, de l'amélioration des processus, les fameuses études d'impact sur les métiers que j'évoquais tout à l'heure, ou de conduite du changement avec plan de communication, formation, dispositif de participation des agents. Il avait en filigrane le souci d'améliorer les conditions de travail des agents et de prévenir les risques psychosociaux. Très bien, jusqu'ici tout va bien. Le présent marché requalifie son intention en souhaitant aller plus loin dans l'accompagnement humain des transformations. Donc là, il y a le mot humain qui apparaît. La complexité croissante de notre organisation, la quête de sens et le besoin d'agilité collective face à l'accélération des changements nous invitent en effet à repenser nos modes d'intervention, parfois trop linéaires ou descendants. Donc le côté top-down revient. Donc question, c'est savoir qu'est-ce que c'est ou par qui c'est fait. Et l'enjeu est moins d'accompagner le changement, sachant qu'on n'accompagne pas le changement, on accompagne les personnes, c'est pas grave, que d'accompagner les managers et leurs collectifs de travail vers une gestion autonome et responsable du changement et de solutions adaptées. Le présent marché mobilise du coaching d'organisation. Jusque-là, tout va bien, sauf que tu dis que tu peux très bien faire le job en faisant la conduite du changement. Donc, pas de réponse. Mais dans leur perception du truc, il y a quand même des limites à la conduite du changement. Alors, j'essaye de les qualifier, c'est un point de vue tout à fait personnel. Je ne veux surtout pas dézinguer la conduite du changement, je pense qu'elle a... De toute façon, elle est toujours en cours et elle a des vertus.
pour moi, pour l'avoir vécu, pour l'avoir appliqué, c'est quand même une démarche assez processée, sachant que ce mot n'existe pas en français, mais j'espère qu'il veut dire ce que je veux dire. Et bien sûr qu'il prend en compte le facteur humain, mais il ne le prend pas en totalité, surtout il ne le prend pas forcément dans sa complexité. Donc, parfois, on va avoir quelque chose qui occulte les vrais facteurs de résistance. C'est-à-dire que, moi, je me souviens à l'époque où c'était faut mettre du système d'information, ça va faire passer les changements et tout. En fait, les résistances perduraient. C'est-à-dire que les gens continuaient d'utiliser le système d'information d'une manière détournée pour surtout ne pas avoir changé d'autres choses qu'ils relevaient, soit de l'organisation, soit de la culture. Donc, souvent, des cabinets qui vont répondre à une demande explicite justement d'un directeur des systèmes d'information, d'un directeur de l'organisation, d'un directeur général plus rarement, et non implicite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément souvent de challenge de la demande comme il y a en coaching individuel ou en coaching d'équipe. D'accord ? Donc, on va aller sur la culture du système d'info, du process, de la structure, mais on ne va pas identifier si c'est vraiment pertinent en termes de levier de changement, si c'est d'un point de vue systémique l'aspect le plus souple du truc. La posture, même si elle n'est pas si haute que ça, elle est quand même assez haute de la part des intervenants, donc tant sur les contenus que le processus, sachant que, voilà, conseil, moi j'ai été consultante, taguée de multiples expertises, je me suis sentie toujours très très mal pour me qualifier plus experte du métier des clients que j'accompagnais. Donc, il faut savoir que les consultants, ils adoptent de plus en plus une posture basse sur le contenu. Alors, la conduite du changement, c'est coûteux parce que le modèle économique de la conduite du changement, c'est vous mettez des consultants à temps plein, le plus possible, chez le client, et ils vont faire la conduite du changement chez le client en interaction avec les managers, animer les groupes de travail, etc. Mais tout ça, ça coûte de l'argent en termes de ressources, de prestations de conseils achetés. En plus, ça prend du temps parce que comme il y a de la résistance, il faut remettre des couches, donc c'est souvent des projets qui, comme chaque projet, durent plus longtemps que prévu, donc c'est plus de ressources, c'est très coûteux. Et puis, il y a le côté quand même que ça laisse l'organisation peu autonome et que souvent, à nouveau projet de transformation, il faut à nouveau faire la conduite du changement encore et encore. Voilà. Et donc, c'est là où je revenais par rapport au petit échange qu'on a eu au départ. En même temps, la conduite du changement, on fait aussi du bottom-up. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de bottom-up. Okay. Mais voilà. Les limites telles que moi j'ai pu les voir dans certains contextes et puis telles qu'elles apparaissent, vous voyez, dans des appels d'offres comme ça. Alors, si on prend le coaching d'orga, j'ai envie de dire que c'est la culture coaching au service de l'accompagnement au changement des projets de transformation dans les organisations. On verra qu'il y a d'autres définitions. Donc, pour citer Michel Moral, il est apparu en France en 2005. La plupart des ouvrages le définissent comme le moyen d'accompagner une transformation organisationnelle avec les méthodes coaching. Donc, en gros, c'est de la conduite du changement avec des coachs. En gros, c'est ça que ça veut dire. On verra qu'il y a des petites nuances quand même. La définition de la SF Coach, qui fait un peu la norme aussi dans les cahiers des charges, les appels d'offres que j'ai lus récemment. Le coaching des organisations est une pratique d'accompagnement des acteurs d'une organisation dans un processus de transformation face à des enjeux complexes d'ordre stratégique, culturel, organisationnel et managériaux, en vue de développer leurs ressources propres pour atteindre leurs objectifs. Donc là, on voit qu'on est sur le principe actif du coaching, c'est que c'est l'organisation qui va trouver les solutions, alors qu'en conduite du changement, les consultants vont un peu plus pousser les solutions. Donc ça, c'est sans doute une différence clé. Cet accompagnement collectif vise en particulier le développement des dynamiques relationnelles et l'amélioration des interactions du système et favorise l'émergence des solutions de la part des acteurs de l'organisation. Approche systémique aussi extrêmement liée au coaching d'organisation. D'accord ? Donc, que ce soit l'approche systémique globale, on prend tout en compte, ou l'approche interactionnelle systémique, des cercles vicieux entre les services, etc. Donc là, le terrain de chasse, il commence à se multiplier. Vous allez trouver des cabinets qui sont spécialisés en coaching d'organisation avec des coachs.
Vous allez trouver en fonction des desiderata, des opportunités, des groupements, des collectifs de coachs qui vont s'associer pour répondre à une demande d'accompagnement au changement. Et ce qui se passe de plus en plus, c'est que les fameux cabinets de conseil de conduite du changement que j'évoquais tout à l'heure, ben, ils recrutent des coachs pour faire du coaching d'organisation. D'accord ? Alors, un exemple de coaching d'organisation. Donc, voilà une démarche type, sachant que c'est extrêmement, malléable. C'est un exemple de démarche, ce n'est pas une démarche type. Il se trouve que moi, j'avais accompagné avec un coach une chambre d'agriculture, 70 personnes, ça va, pas trop gros. On a accompagné toute la chambre. C'était une demande du directeur général pour être sur un management plus délégatif de type management 3.0, sachant que le gars, c'était un sérieux directif, quoi. Mais ce qui est sympa, c'est qu'une de ses salariés syndiqués qui partait à la retraite lui avait offert le livre de Zobrist sur l'entreprise libérée et tout, et le mec s'est dit c'est ça qu'il me faut, quoi. Donc voilà, donc on a bien sûr cadré le process, on a posé énormément de questions de coach en leur disant déjà d'où vous partez, quoi, en termes de système de management. Donc les mecs, on a tout, on fait les entretiens annuels et tout. En fait, avec que dalle, quoi. Pas du tout de système de management, de rien en place. Donc on a requalifié pas mal les choses, etc. Nous, on a dit que c'était important de communiquer auprès des agents, mais on n'a rien fait sur la communication. D'accord ? C'est la chambre d'agriculture qui l'a faite. Et puis, on a proposé un diagnostic. Ah, il y a des coachs qui vont dire coaching d'organisation, ce n'est pas la peine de faire des diagnostics. Mais en fait, tant en conduite du changement qu'en coaching d'orga, vous allez faire des diagnostics. Sachant qu'en coaching d'orga, le diagnostic, l'objectif, ça va être de faire parler l'organisation, lui faire exprimer sa vision des choses, ses représentations, etc. etc. Et puis, on a mené 3 grands chantiers en mode coaching. Le coaching du comité de direction qui a été le centre de la démarche, d'autant qu'il voulait resserrer son CODIR, voulait avoir moins de niveau hiérarchique. Donc, on a accompagné le CODIR. On a mobilisé les collaborateurs à travers des entretiens individuels, un diagnostic systémique et puis un séminaire avec l'ensemble de la chambre pour qu'ils trouvent eux-mêmes, au regard des grandes orientations décidées par le comité de direction, la charte, qu'ils fassent la charte du management 3.0 qui définisse les chantiers à mettre en œuvre. Et le coaching des dirigeants qui n'a eu lieu qu'après, en fait. Au départ, on avait prévu de le faire pendant. C'est fait après pour justement pour bien hameçonner les dirigeants sur le fait qu'ils soient engagés dans la mise en œuvre du plan d'action à travers le coaching individuel. Et puis, une fois que ça s'est terminé, on a fait le bilan. Donc là, on est bien sur quelque chose qui mobilise le coaching et qui laisse l'organisation en construction de ses propres solutions au regard de là où elle veut aller. Alors, effectivement, ce n'est pas les choux. Tu parlais de quoi tout à l'heure quand tu as présenté la brebis, le fromage de brebis? Oui. Alors, moi, je vais vous parler de ce truc-là que j'aime pas trop, mais bon, quand même que j'en parle. C'est que je me demande dans quelle mesure il n'y a pas quelque chose qui va vers la normalisation du coaching d'organisation, qui serait quelque chose qui ne relèverait plus seulement de l'accompagnement au changement, au projet de transformation par des coachs, mais qui serait quelque chose de plus restrictif. Je vous donne ici l'appel d'offres d'un grand acteur de l'énergie, je ne citerai pas, et c'est la première fois qu'il sort ça. C'est un appel d'offres sur 5 ans de toutes ses prestations de conseil et de services. Lot 1, la stratégie, il l'avait déjà. Lot 2, il l'appelle l'organisation et le déploiement opérationnel. Et là, donc, c'est orienté process et numérique, qualité et gestion de projet. Et je cite, la conduite du changement, le dialogue social et les transformations RH sont intégrés dans ce domaine. Lot 3, l'excellence opérationnelle à travers ce qu'on appelle Lean Six Sigma pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave. Et le lot 4, New, le coaching d'organisation. Et là, tu te dis, c'est quoi la différence entre le lot 4 et le lot 2?
Et en fait, ils reprennent la définition de la SF Coach que je vous ai lue. Et là, ils reprennent également quelque chose qui devient une forme de norme, je ne dis pas que c'est la norme, qui est ce truc-là. Est-ce que des personnes s'en souviennent? C'était dans la bibliographie obligatoire du DSU à une certaine époque. C'est le coaching d'organisation utile-pratique de Michel Moral. Et je pensais qu'il y avait Giffard avec, mais c'est une autre dame. Mais bon, Giffard, il est dedans. D'une manière générale, il est dedans, on va voir pourquoi. Et donc là, on est sur des termes que moi, je n'avais jamais vus en fait, mais qui sont très bien décrits dans ce livre, où c'est une équipe pluridisciplinaire, donc il faut un contractant, il faut un architecte en coaching d'organisation, il faut des coachs individuels, il faut des coachs d'équipe, il faut des formateurs en coaching d'organisation, tout un programme. Et ce qui t'explique comme ça, c'est que tout comme les autres modalités de coaching, le coaching d'organisation est une approche foncièrement ouverte, adaptable et évolutive. Donc là, tu as l'impression que tu as une espèce de truc, que tu ne sais plus où tu vas et tout. Et quand tu lis le bouquin, tu ne sais pas trop où tu vas non plus, mais il vaut le coup d'être lu. Hein. C'est intéressant. C'est très intéressant. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cet appel d'offres? Eh bien, que proposent les écoles? Puisque maintenant, les écoles proposent de former au coaching d'organisation. Vous avez le HEC Global Executive Coaching, direction académique Michel Giffard. En fait, c'est ça le programme. C'est le bouquin de Michel Moral auquel Giffard avait participé d'une manière ou d'une autre. On est orienté vers l'international, le coaching d'orga de groupes internationaux, transnationaux, on appelle ça comme ça. Et là, on est sur des compétences interculturelles plus. Donc, voilà. Coaching d'organisation, c'est dans la tête de HEC Global Executive Coaching, forcément le coaching des organisations multinationales. Le référentiel, donc c'est le bouquin que je viens de vous citer, normatif, il va être plus restrictif que l'accompagnement au changement. D'ailleurs, jamais il ne parle de conduite du changement. Et on est avec des méthodes, la posture de coach, mais très ciblée. Donc, par exemple, l'étude de cas de ce truc-là, c'est un grand groupe international et en fait, ils vont faire du coaching collectif des 100 top managers de ce groupe pour un peu changer l'évolution culturelle. Mais voilà, ils s'arrêtent là en fait. Donc, on espère que le changement culturel se diffuse, mais on est sur du coaching d'orga très centré top management. On a quelque chose qui est peut-être un peu moins restrictif, qui va faire aussi travailler beaucoup de gens, notamment au regard de l'appel d'offres de la ville de machin truc que je vous ai lu, qui est le Master Coaching et Accompagnement de la transformation des organisations publiques à Paris-Dauphine, où là, on forme au coaching individuel et d'équipe. On forme, le thème, c'est l'accompagnement des organisations en transformation, et donc, ils forment à l'approche systémique et au coaching d'organisation, et ils apprennent à comment structurer un pôle d'accompagnement des transformations dans une organisation publique. Le référentiel, je ne le connais pas. Il est davantage en lien avec l'accompagnement au changement par les coachs, donc la définition que je pense qui est la plus proche du truc. Et je me souviens, moi, il se trouve que j'ai supervisé ponctuellement une coach qui a fait ce DSU-là et qui m'a choisi parce qu'elle avait lu mon bouquin et qui a trouvé que c'était juste ça, quoi. Le coaching d'orga, en l'occurrence. Sauf que mon bouquin, il s'appelle Pro en conduite du changement. Et c'est pas grave. Donc voilà. Donc, grande question, c'est vers quoi ça va se dessiner. En tout cas, pour répondre à l'appel d'offres de la grande entreprise du secteur de l'énergie que je viens d'évoquer, je pense qu'en fait, on appelle ça des appels d'offres fléchés dans mon jargon. C'est-à-dire qu'ils veulent des gens qui se sont formés là. En fait. À mon avis, les gens qui n'auront pas fait cette formation n'auront pas droit de citer. Alors, coaching d'orga et conduite du changement, est-ce qu'on est sur des leviers d'accompagnement différents? J'ai mis en rouge que ce qui va être pris dans des appels d'offres de coaching d'orga. Mais attendez, atelier participatif, les consultants en conduite du changement, ils en font. Le co-développement, peut-être un peu de moins. Coaching stratégique de CODIR, c'est vrai que les consultants en conduite du changement, ce n'est pas trop leur terrain de chasse.
Le coaching collectif non plus, quoique on met tellement de choses derrière ça. Séminaire collaboratif, intelligence collective en grand groupe, les consultants savent très bien le faire. Il n'y a pas que les coachs qui savent très bien le faire. Tout ce qui est diagnostic à travers des entretiens semi-directifs, les coachs savent aussi bien le faire que les consultants. L'étude d'impact, c'est plus un truc de consultant, mais les coachs pourraient très bien le faire. Les retours d'expérience par phase projet, ça c'est un truc de consultant, parce qu'ils sont formés au management de projet, ce qui n'est pas toujours le cas des coachs. L'assistance terrain aussi, c'est un truc de plus de consultants que de coachs. Groupe de travail, c'est la même chose. Atelier participatif, groupe de travail, la même chose. L'animation de réseau, c'est plus de manager, c'est plutôt quelque chose qui relève du conseil. Communication projet, les consultants sont beaucoup formés à ça. Les sites pilotes, les consultants adorent faire des sites pilotes pour tester les solutions organisationnelles et accompagner le changement. Mais les coachs en coaching d'orga, ils font aussi des sites pilotes, je vous rassure. Les réunions projet consultants, bien sûr, qu'entre coachs, on se réunit quand on fait un... Voilà. Du benchmarking, les coachs, ils en font aussi de temps à autre. Bref, peut-être quelque chose qui va différencier vraiment, c'est ce que... et c'est ce qui est aussi normatif dans le coaching d'organisation ici, c'est la supervision du coaching d'organisation. En gros, les coachs, pendant qu'ils accompagnent les transformations dans l'organisation, ils se font superviser collectivement par un coach qui est extérieur, du coup, à l'équipe. Et là, l'idée, c'est qu'apparaissent des reflets systémiques, en fait. C'est-à-dire que ce qui va se passer durant la séance collective est le reflet de ce qui se passe en termes de frein au changement dans l'organisation. Donc, je dirais que ce serait peut-être aussi une différence assez intéressante en termes de méthode. C'est qu'en coaching d'organisation, il y a la supervision collective. Alors pareil, les consultants, ils discutent entre eux pour se dire où sont les choses quand même. Hein. Ce n'est pas complètement des gros débiles. Mais là, le processus est plus cadré de ce point de vue-là et potentiellement assez puissant. Sachant que moi-même, je ne l'ai pas forcément expérimenté, mais il se trouve que j'ai été formée à la supervision. Donc, du coup, j'ai été formée à la supervision du coaching d'organisation. Voilou. Et donc, en conclusion, pour moi, la différence clé entre conduite du changement et coaching d'organisation, c'est la posture de coach et les principes actifs du coaching pour rendre l'organisation auteur et actrice de ces changements. Mais à part ça, pas grand-chose. Alors certes, c'est une vraie différence, mais voilà, j'ai pas envie de dire que la vraie différence, c'est ça. J'y crois pas. Je veux pas y croire. Et puis, moi, mon invitation, c'est que ça peut être chaque coach professionnel qui a une expérience vécue, soit des changements parce qu'il a été manager, qu'il a dû lui-même en relayer, peut légitimement se positionner pour accompagner le changement dans les organisations avec succès. Et donc, n'hésitez pas à vous former, à lire. Quand vous coachez un manager, un DRH, un dirigeant, vous pouvez éventuellement rebondir sur des projets. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas y aller seul, en fait. Il faut constituer une équipe qui se connaît bien ou qui apprendra à bien se connaître. Parce que c'est ça aussi le vrai levier, c'est d'intervenir à plusieurs avec des champs de compétences différents. Voilà, j'ai terminé. Donc ça, c'est la couverture future de la 2e édition de Pro en conduite du changement que j'ai évoquée tout à l'heure. Je vous remercie pour votre attention. Puis je vous propose un petit temps de questions, mais pas trop difficile, s'il vous plaît. Il a levé la main, Benoît. Benoît a levé la main, alors tu peux mettre son. Salut Juliette, salut tout le monde. Oui, ma question, c'est dans l'exemple que tu as montré tout à l'heure, où tu avais la structure, où tu avais le dirigeant, le codir et puis les équipes en dessous. Tu as dit, j'ai commencé par le codir. Oui. Et est-ce que tu préconises souvent de commencer par ce niveau-là, ou est-ce que ça dépend du contexte, ou est-ce qu'il ne faut pas commencer par le dirigeant d'une certaine façon, ou tu penses que c'est bien de commencer justement au milieu, peut-être au niveau du codir? Enfin voilà, est-ce que tu as des... Non, il n'y a pas de préconisations? Ça dépend complètement du contexte. Et alors là, que ce soit en conduite du changement ou en coaching d'organisation, c'est forcément en fonction du contexte, en fonction de ce que vous percevez de la culture organisationnelle. Comme disait Jean-Marie tout à l'heure, la phase de pacing avant la phase de leading, c'est-à-dire comprendre quelle est la culture d'organisation pour se fondre dedans
faire que les premières actions, elles sont acceptables, elles ne sont pas rejetées. Et donc là, on a coaché le CODIR parce que de toute façon, le dirigeant, avant qu'on arrive, il avait déjà décidé de refondre son comité de direction pour n'avoir plus qu'une seule ligne managériale, en fait. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par le CODIR. Okay. Dans un autre contexte, on a commencé par quoi ? On a commencé par quelque chose de très bottom-up, c'est-à-dire qu'on a laissé des groupes de collaborateurs définir les solutions. C'est remonté au CODIR qui a appliqué ce que demandait le terrain. Et ensuite, une fois que ça a été fait, on a coaché le CODIR. Mais donc, ça dépend vraiment du contexte, de la demande et du système que tu as en face de toi. Ok, merci. Parce qu'on entend parfois, enfin moi j'ai pu entendre, si on ne coache pas la tête, c'est pas la peine d'aller voir en bas. C'est pas une vérité absolue. On peut commencer par en bas et puis remonter. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'un escalier, ça se balaye par le haut. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, si tu n'as pas le dirigeant qui est aligné avec ce qui se passe, ça ne marchera pas. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut commencer par coacher le dirigeant. Okay. En revanche, il faut s'assurer tu vois, quand on a fait cette démarche que je te décrivais où on est parti par le bas, le dirigeant était convaincu du truc. Il a laissé carte blanche à ses équipes de terrain. Okay. Donc, il était embarqué. Si le dirigeant n'y croit pas, ce n'est même pas la peine. De toute façon, en général, il ne commande même pas la mission. Mais ça, tu le vérifies avant? Tu prends la précaution de le vérifier avant? Ouais, alors tout l'enjeu, c'est les premiers entretiens, c'est-à-dire que ça va être, entre guillemets, du commercial en mode coaching, c'est-à-dire l'entretien avec le prescripteur, lui poser les bonnes questions de coach, qu'est-ce qu'il veut pour son organisation, de bien vérifier, parce que des fois, ils vont te demander un truc à la mode, hein. Ils vont te demander du coaching d'orga, par exemple. Alors, tu vas leur dire, alors, c'est quoi pour vous le coaching d'orga, tu vois ? Comme un entretien de coaching individuel où tu vas aller chercher la demande implicite derrière ce qu'il arrive et qui t'affiche. Pareil, des fois, ils vont arriver, une DRH, ça va être, il faut me former mes managers aux soft skills parce qu'il faut juste changer la culture managériale. Il y a peut-être d'autres façons de faire que ça, quoi. Donc, c'est à travers ces entretiens qui sont des entretiens, entre guillemets, commerciaux de prise de contact, mais grâce à la posture de coach et aux questions très puissantes, en fait, tu vas faire émerger et puis tu vas créer l'alliance en plus. Donc, ce qui est bien, c'est de consacrer du temps à ça et surtout d'aider là le prescripteur à réfléchir à ce qu'il veut vraiment et de co-construire quelque chose qui va tenir le coup, quoi, qui va fonctionner en fait. Oui. Est-ce que il n'y a pas aussi dans la distinguo qu'on peut faire entre coaching et consultant en arrière fond un peu l'idée que le coaching est plus proche de la dimension humaine, émotionnelle du changement. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est. Est-ce que c'est pas ce qui fait un peu aujourd'hui peut-être l'idée de faire émerger cette idée-là de coaching, d'organisation, c'était que le consultant avait une approche un peu trop, peut-être justement, procédurière des choses, oui, et que ça ne cadre pas trop avec le changement. Oui, je suis assez d'accord avec toi, Xavier. C'est que par la posture de coach, on sait que finalement, ce qui fait qu'une organisation, elle fonctionne ou elle dysfonctionne, c'est les gens qui travaillent dedans. Alors que les consultants ont une approche où les gens, c'est un paramètre à prendre en compte, en fait, mais il y a l'organigramme, il y a les processus, etc., etc. Donc, c'est vrai que dans la conduite du changement, même s'ils vont te parler d'accompagner les résistances au changement et tout, on est quand même sur quelque chose qui est un paramètre, mais qui ne constitue pas la totalité. En approche coaching, on va avoir plus le souci de l'humain tout en filigrane, en fait. Donc, je suis assez d'accord avec ce que tu soulignes, Xavier. Il n'y a plus de questions. Comme je ne vois pas tout le monde, je vais essayer d'activer le truc du bas, là. Ah oui, arrêtez le partage.
Bon, il y en a qui sont déjà... Ah ben non, Arlette Gouli, il est avec nous. Et c'est quoi le iPhone de Isabelle? Eh bien, c'est Isabelle. C'est Isabelle Benito qui est sans doute sans la caméra, D'accord, mais qui nous regarde. très bien. Claire est là aussi. Eh bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, et sinon, je repasse la main à Ariel. J'ai encore une petite question. On parlait tout à l'heure du fait de commencer par le coaching de direction. Et je me disais, est-ce que l'approche bottom-up, justement, ce n'est pas un des moyens aussi de s'assurer que, enfin, de diminuer les résistances au changement qui sont souvent quand même plus le fait de la base? Parce que bon, la direction, elle promeut le changement, elle décide, elle le veut, elle l'organise, elle contrôle quand même la situation. La base, souvent, n'a rien demandé, elle subit et doit le mettre en œuvre. Oui. Est-ce que, justement, le fait de commencer par aller accompagner les équipes n'est pas un des moyens les plus efficaces pour s'assurer qu'il n'y aura pas trop de résistance? Enfin, là, je ne sais pas, c'est peut-être j'enfonce une porte ouverte, très certainement, mais je me pose la question. Oui et non. Moi, j'ai envie de te dire oui. Le problème, c'est quand le dirigeant est opposé à cette vision des choses, tu ne pourras pas faire cela. Donc, il y a des dirigeants qui vont adhérer. Et à ce moment-là, c'est super parce que tu fais du super bon boulot. Et effectivement, pour avoir mené des démarches très bottom-up, ça a vraiment cartonné. C'est-à-dire que les gens sont impliqués. Là, pour le coup, ils sont libres de faire les choses comme ils l'entendent. Hein. Mais ça, c'est parce que le dirigeant veut bien. Et tu as des dirigeants qui sont encore très en mode directive, c'est nous qui décidons. De toute façon, les gens du terrain, c'est pas leur taf, ils n'ont pas le temps. Donc, ça va nous coûter du travail en moins des gens, puisqu'ils vont faire autre chose s'ils réfléchissent à ça. Ou alors, ce n'est pas leur boulot, ce n'est pas leur prérogative, etc., etc. Donc, ça dépend du caractère du dirigeant. Moi, je trouve que c'est effectivement très puissant, mais là encore, ça va dépendre du contexte. Mais enfin, je ne sais pas comment le dire, ça me tourne dans la tête depuis tout à l'heure. Dans l'hypothèse où le dirigeant est opposé à ça, est-ce que ce n'est pas quelque part un indicateur on est plus dans la conduite du changement, comme tu le disais, ou le coaching d'organisation est mal barré, enfin, il manque un élément essentiel. Ou du moins, est-ce que ce n'est pas derrière le dirigeant qui utilise des coachs pour arriver à ses fins? Est-ce qu'il n'y a pas un truc déguisé là? Oui, c'est-à-dire qu'on va être plutôt, si tu veux, ça c'est des types de commandes qui vont plutôt être plus facilement répondues par des grands cabinets qui font de la conduite du changement, qui vont exécuter de A à Z la commande du dirigeant, qui du coup, ça ne marchera pas, mais au moins le cabinet aura bien fait du chiffre d'affaires. En fait. Après, la technique du coach, un peu plus, on va dire, oui, je vais parler forcément de déonto, mais qui se pointe et tout, c'est que lui, il va essayer de voir à quel niveau de souplesse le dirigeant il est. C'est-à-dire qu'à un moment, il va dire, à votre avis, si on, compte tenu de ce que vous savez de votre culture d'entreprise et tout, si vous faites du descendant comme vous souhaitez qu'on le fasse, c'est quoi les conséquences possibles en termes de réussite et d'appropriation par le terrain des changements que vous leur demandez de faire. Donc, en fait, là, tu es aussi sur un peu du commercial coaching où ben voilà, tu vois le niveau un petit peu de malléabilité du dirigeant. Mais si effectivement, le dirigeant n'est pas du tout... si c'est lui qui signe le carnet de chèques, qui commande le truc et tout, et que dans sa tête, c'est du descendant, c'est du process, etc., tu ne vendras jamais rien, tu ne feras jamais rien chez lui. Et c'est la vie. C'est la vie. Moi, je me souviens d'un dirigeant dans, pareil, une grande organisation publique. Je suis désolée, hein, je ne dis pas les noms parce que je crois que c'est filmé et tout. Donc, grande organisation publique soumise à des transformations vraiment très importantes. Le dirigeant s'est fait virer en fait par l'État parce que justement, il était trop rigide et il a été remplacé par un autre qui avait une vision de la transformation beaucoup plus ouverte, beaucoup moins descendante. Mais le gars, il avait son truc pour déployer le changement, c'est qu'il avait écrit une énorme note d'organisation et puis il avait diffusé à CN-1 en disant, dans le mail, pour application. Ah oui, d'accord. Et donc, il s'est fait virer, il s'est fait dégager.
Oui. Merci. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Vous ne m'avez pas dit, vous ne m'avez pas fait de feedback en bon coach. Super, merci Brébery. Oui. Alors, super, parce que ça fait rêver. C'est-à-dire que, alors moi, clairement, je n'ai jamais fait de coaching d'organisation. Je fais plutôt partie des salariés qui vivent parfois des pseudo-changements mal gérés. Et c'est pour ça que je posais la question, c'est que j'ai parfois l'impression, alors j'en parle en toute honnêteté, parce que je n'étais pas concerné. C'est passé dans une série que j'observais, en fait. Mais l'implication des dirigeants me semblait limite manipulatrice. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on mettait la couleur coaching, tout ça, allez-y, faites votre boulot, ça va leur plaire, mais derrière, je fais ce que je veux, quoi. Et je sais pas, moi, j'ai un arrière de complexité à ce niveau. Oui, bah, c'est sûr qu'il y a malheureusement, il y a des formes manipulatoires d'accompagnement au changement. Ça ne va pas marcher longtemps. Hein. C'est du coaching washing, quoi. Ça existe, malheureusement. Et Olivier, si tu veux encore être plus motivé, tu peux t'inscrire à la formation de Juliette. Il m'en a déjà parlé, Olivier. Qui est complète pour fin novembre. La prochaine, c'est en avril. Ah, mais je vois tous les mails et voilà. Bon, après, il faut que je planifie, mais c'est un sujet qui me touche peut-être plus en tant qu'observateur que coach, parce que je n'ai jamais coaché d'organisation. Mais pour moi, hein, après, c'est chacun sa sensibilité, mais le coaching personnel, le life coaching, comme on dit, ou l'aide à une personne me semble moins compliqué que ce système-là que je oui. Je suis d'accord. Niveau de complexité, accompagnement en changement des transformations, c'est très complexe. Alors, je viens de faire une recherche sur Internet. On trouve que la première édition de 2018. Oui, mon bouquin, il sort là, j'ai les épreuves qui ne sont pas encore arrivées à relire. Il sort normalement fin janvier, la deuxième édition. Mais la première édition est très, très bien. Et si on achète la première édition, on aura les mises à jour sur la deuxième. Alors, en fait, il y a des différences, mais en même temps, il y en a très peu parce qu'on a déjà proposé des méthodes qui étaient de réelle transformation. En revanche, on a aménagé un certain nombre de choses parce qu'entre-temps, il y a la Covid. Et notre point de vue, c'est quand même il y a un monde d'après qui se dessine, qui est un accélérateur des transformations dans les organisations. Donc, on fait un focus là-dessus. Et puis, du coup, on a rajouté deux, trois outils, mais qui sont plus là aussi, parce que tu vois, notre truc, c'est accompagner. Le premier chapitre du bouquin sur la conduite du changement, c'est accompagner les dirigeants dans leur propre changement. Donc, commencer par balayer l'escalier par le haut. On est d'accord? Et donc, en fait, ça me semble essentiel. Pardon? Ça me semble essentiel ce que tu dis là. C'est pour ça qu'après, tu dis, j'avais du mal à comprendre quand tu disais qu'on pouvait aussi commencer par le bas, etc. Pour moi, la logique serait plutôt l'escalier par le haut, quoi. Oui, mais tu peux commencer par le bas si tu as un dirigeant bien câblé. Ils ne sont pas tous horriblement mal câblés. C'est pour ça. Des fois, l'escalier, il est déjà bien balayé par le haut. Et quand c'est le cas, tu peux commencer par le bas. Mais des fois, il y a beaucoup de poussière au niveau du haut. Et donc, il faut commencer par le haut. C'est ça. Donc, en fait, avant de commencer par le bas, tu as été vérifié que dans le haut, il n'y avait pas trop de poussière. Tout à fait. D'accord, ok. Je comprends bien comme ça. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, je laisse, moi, je vous dis au revoir, je m'efface et je laisse le président reprendre sa place. Oui, en parlant de place, je ne la prends pas longtemps. Pour d'abord remercier Juliette, je me suis honteusement trompé, il ne s'agissait pas de fromage de brebis et de remontée mécanique, mais de balayage. Donc, j'ai pris des notes. Pardon, Juliette, et merci beaucoup. Un petit retour sur ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Concernant l'AG, il y aura à cette occasion une conférence également qui sera animée par Emmanuel Amey, qui nous parlera communication sur les réseaux sociaux, coaching, visio, et
et je pense dépotage de business. Donc, en termes d'outils, allez, on va dire 2.0, on ne va pas se mettre à 3. C'est déjà pas mal puisque elle arrive à générer un business important à distance. Et j'en suis curieux et je suis ravi qu'elle nous en parle et qu'elle nous partage les pratiques qu'elle a mises en œuvre. Merci d'avoir participé ce soir. Désolé de ne pas avoir eu la possibilité de trinquer avec vous en live. Et puis, content néanmoins d'avoir vu vos bobines derrière l'écran et puis d'avoir ensemble pu profiter de ce que nous a partagé Juliette. À très bientôt. Ok. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci Juliette, merci à tous. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée.